À toi. Les parlementaires se plaignent parce qu'ils estiment pour certains d'entre eux travailler trop, et puis il y a aussi du rififi dans la fonction publique du Parlement qui a peur de quelques réformes, tout ça dans un climat social qui est quand même assez tendu, même si la rue n'est pas mobilisée. C'est avec André Chassaigne qu'on va en parler ce matin, qui est député communiste du Puy-de-Dôme et qui est le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Chassaigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios du Figaro. On travaille trop? Vous travaillez trop? Non, je crois que ce n'est pas une question de volume de charge de travail qui est trop forte. On est là, on a été élus pour travailler, on se consacre à notre fonction parlementaire, que ce soit dans l'hémicycle, dans les commissions ou dans nos circonscriptions respectives. Ce n'est pas une question de trop travailler, c'est une question davantage d'organisation du travail. D'accord, donc vous n'êtes pas en période de surmenage, comme peuvent le dire certains députés qui n'en peuvent plus, notamment, d'ailleurs, vos amis de la France Insoumise, qui se plaignent beaucoup. Est-ce que vous pensez que je suis en surmenage là? Non, vous n'avez pas l'air. Et pourtant, je suis très assidu. Mélenchon dit qu'il est épuisé. Je suis très assidu, mais je crois que c'est en fait une question de qualité du travail. Alors, c'est ce que vous dites pas besoin de réformer. Alors non, c'est M. Jacob qui dit ça, que vous connaissez bien, qui est LR, lui, qui n'est pas du tout de votre parti. Pas besoin de réformer le travail parlementaire, mais d'un gouvernement efficace et d'un ministre des Relations avec le Parlement compétent. Vous partagez cette analyse? Je crois qu'on a un problème, effectivement, venant du côté du gouvernement. On a eu plusieurs mois avec une activité parlementaire que je pourrais qualifier de soft, de limitée. Et là, on a 3 textes de loi très importants. Lesquels? Il y a le texte de loi qui vient de passer sur l'agriculture. Il y a le texte de loi en cours de discussion sur le logement, la loi Elan. Et il y a, la semaine prochaine, le texte sur la formation professionnelle. C'est des textes extrêmement importants. Et on nous impose un rythme pour aller vite. Mais il faut réformer la France, qui ne s'est pas réformée, certains disent, depuis 20 ans. Je suis d'accord, mais qui porte un coup à notre possibilité, par exemple, d'intervenir en séance avec un temps programmé, de défendre nos amendements. C'est plus une question de l'expression des députés, de droit parlementaire, qu'une question de volume de travail. C'est vraiment ce que je voudrais dire. Aussi, non, c'est... ça retarde les procédures. Oui, mais on ne fait absolument pas nous, en ce qui nous concerne, d'accumulation d'amendements. La preuve en est d'ailleurs que c'est sur les amendements qu'on dépose. On a des amendements qui sont votés soit en commission, soit en séance publique. Sur la loi actuelle, la loi Elan, sur le logement, on a eu quand même, par la voix de Stéphane Peu, qui a beaucoup travaillé sur le logement. Grand spécialiste. On a eu, par exemple, 18 amendements qui ont été votés en commission. Actuellement, on en a 8 qui ont été votés dans l'hémicycle. On défend nos amendements, mais avec le temps qui nous reste, on disposerait que de 20 secondes par amendement. C'est très insuffisant. D'accord. Alors, les révélations du Figaro, parce que j'ai des révélations à vous faire, c'est que le Figaro a enquêté pour savoir combien de temps vous aviez travaillé au début de la mandature de M. Sarkozy, au début de la mandature de M. Hollande, et finalement, on s'aperçoit que vous avez moins travaillé, beaucoup moins travaillé, cette fois qu'au début de François Hollande. C'est tout à fait possible. En nombre d'heures. Je crois qu'on passe de 650 heures aujourd'hui. C'était quelques 1000 heures du temps de François Hollande. Oui, c'est tout à fait possible, mais c'est l'agenda, c'est une question d'organisation de l'arrivée de loi. C'est pas acceptable qu'on mette dans un temps limité 3 projets de loi importants, alors qu'on aurait pu le répartir différemment. Alors, je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, et vous êtes exprimé la semaine dernière là-dessus. Vous avez fait un rappel au règlement sur les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui sont très inquiets, qui pourraient même se mettre en grève, dit-on, parce qu'il y a un projet de réforme. Ils ne travaillent pas beaucoup, ils sont très bien payés si on regarde par rapport aux autres fonctionnaires d'autres secteurs. Pourquoi vous avez fait ce rappel au règlement? D'abord, rappeler qu'on a besoin d'une fonction publique et une fonction publique parlementaire. Je crois que c'est très largement partagé parce que pour nous, c'est un gage d'autonomie, d'indépendance de fonctionnement. On a des fonctionnaires qui ont une culture parlementaire, qui ont une éthique, et c'est important qu'à côté de nous, pour fabriquer la loi et aussi contrôler l'application de la loi, on ait un corps de fonctionnaires qui ne soit pas issu d'appels d'offres, du privé par exemple, qui soit attaché à l'institution. Ça, c'est une première chose. Mais alors pourquoi ce rappel
rappel au règlement, vous avez fait? J'ai fait ce rappel au règlement parce que il y a une non-reconnaissance de ce travail d'abord. Donc j'ai d'abord dit... Vous reconnaissez qu'ils sont plutôt bien rémunérés. Ils sont sur des grilles de salaire. Aujourd'hui, ce qui est porté médiatiquement ne correspond pas à la réalité. Fake news. Oui, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a une forme de fantasme par rapport à tout ça. Ils ne travaillent pas beaucoup non plus. Ah, ils travaillent énormément. Ah bon? Vous savez, les fonctionnaires... Ils ont beaucoup de primes aussi. Non, pas du tout. Depuis l'an dernier, tout ça, ça a été forfaitisé. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un fonctionnaire administrateur catégorie C, catégorie A, qui travaille à côté du député. Combien, lui? Il va être, avec 5 à 10 ans d'ancienneté, il aura 5 200 € net. Franchement, il y a un concours extraordinaire, très fort, qui est plus sélectif que l'ENA. C'est des fonctionnaires de très haut niveau, avec une éthique dans leur activité, dans leur travail. C'est reconnu, je crois, de tous ceux qui connaissent l'institution parlementaire. Ils sont quasiment aussi bien payés que les parlementaires, donc. Oui, mais je considère qu'il est normal qu'il y ait des salaires à la hauteur par rapport aux responsabilités de leurs fonctions. Et vous craignez qu'il y ait une réduction des effectifs? Bien sûr. C'est à l'ordre du jour. Bien sûr. Il y a une volonté de privatiser. Il y a une volonté, par exemple... Pourquoi pas? Non, mais... Un service public peut marcher avec des privés? Non, il faut l'indépendance du Parlement. Il faut donc... Et la privatisation empêche l'indépendance? Oui, parce que le jour où vous aurez, par exemple, pour travailler à côté d'un député, une boîte de consultants, un bureau d'études qui répondra à un appel d'offres, j'ai la certitude que dans ce cas-là, on n'aura plus l'indépendance et ça sera le copinage au final et ça ne permettra pas de maintenir cette indépendance, cette autonomie du pouvoir législatif. Ce que vous décrivez, André Chassaigne, ça peut arriver, ça? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'il y a une volonté. Alors on supprime le concours d'accès aux emplois de l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y a ça qui peut être dans les tuyaux. Aujourd'hui, on va parler uniquement des emplois techniques, par exemple. C'est dans les tuyaux de qui, ça? Dans ceux qui... Vraisemblablement. Pour le moment, dans le rapport qui a été rendu, c'est davantage, je dirais, les métiers techniques qui sont concernés, mais même les métiers techniques. Je considère que, par exemple, qu'un chauffeur fonctionnaire de l'Assemblée... Parce que vous avez le droit à un chauffeur, hein, oui, vous êtes président. Mais le chauffeur qui est fonctionnaire de l'Assemblée n'aura pas le même comportement qu'un chauffeur auquel on va faire appel de façon... Et puis, non, parce que quand un député dans la voiture, il a des coups de téléphone à passer, il y a une forme de discrétion à avoir, il y a une tranquillité à avoir, il y a un état d'esprit qui est porté par le corps des fonctionnaires parlementaires et qui ne peut pas être porté, à mon avis, de même façon par un corps issu du privé. Vous craignez pas que ce genre de débat vous rende un peu impopulaire vis-à-vis de vos électeurs et des Français? Non, parce que le débat, c'est pas nous qui l'avons lancé, c'est les médias qui ont lancé ce débat, en essayant de... Vous savez, non, mais on est modeste. Quand je dis les médias, il y a tout un fantasme. J'ai lu un article hier qui est délirant, qui annonce des salaires qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a une forme de volonté de détruire le pouvoir parlementaire et pour détruire le pouvoir parlementaire, on s'attaque aussi aux fonctionnaires qui travaillent pour les députés. Et vous regardez un peu du côté de l'exécutif en disant... Oui, parce que... Il est responsable, lui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en lien direct avec la réforme institutionnelle. Cette réforme institutionnelle veut amenuiser le pouvoir législatif au profit de l'exécutif. Et donc, on s'attaque à tout ce qui fait la force du pouvoir législatif. Mais j'ai l'impression qu'on est en Roumanie ou en Pologne. On est dans un régime autocratique je crois qu'est en train de se mettre en place une forme de technocrature. Technocrature? Oui. D'accord. J'aime bien ce mot. Une forme de technocrature où on veut limiter la parole des représentants du peuple au profit d'une parole qui serait jupitérienne ou on peut la qualifier élyséenne. On veut pousser à l'extrême ce qu'est la Ve République de façon à avoir une hyper-présidentialisation. Et pour cela, il faut réduire le pouvoir du Parlement. Très bien. Alors, vous devez être très déçu ce matin. Le Sénat a voté la réforme de la SNCF. Vous avez échoué. Cette réforme, elle est engagée. La réforme est engagée, effectivement. Il y a encore une commission mixte paritaire qui doit s'organiser. La réforme est engagée, effectivement. Je ne suis pas étonné par le vote du Sénat, qui a une majorité, de droite. Donc, sur cette question de la réforme ferroviaire... Qui ont plutôt, d'ailleurs, dans les aménagements qui ont été faits, sont plutôt allés dans votre sens. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même, chez certains élus que je qualifierais de droite historiquement, un attachement à la fonction publique qui peut être plus fort que des élus en marche issus de start-up, qui ont une vision de la société. Moi, je crois que c'est effectivement, il y a eu
cette grève qui continue, je ne sais Ouais. pas jusqu'où ça ira. Il y a quelques avancées qui ont été obtenues par la lutte, ne serait-ce que la prise en charge de la dette, ne serait-ce que ce qu'on appelle le sac à dos social, où vous donnez des garanties aux salariés. Ça, c'est votre action qui a permis ça? Non, pas notre action. Je pense que c'est la mobilisation des cheminots Ouais. et les soutiens qu'ils ont pu avoir. Ouais. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est à eux de dire ce qu'ils entendent faire en termes de continuation de lutte, jusqu'où ils peuvent aller. Vous seriez pour que la lutte, enfin la grève continue cet Moi, je ne porte été? jamais d'appréciation là-dessus Non. parce que je suis très respectueux de ceux qui décident des actions de grève. Je sais que c'est très compliqué, ça coûte cher à ceux qui la font. Ouais. C'est un acte qui est un acte pas anodin. C'est à eux de déterminer quelle est la suite de l'action. Néanmoins, on voit bien que la gauche a eu du mal là, à s'organiser. Vous êtes tous, vous tirez dans les pattes, vous dites pas la même chose. Alors, le Parti communiste et la France insoumise, c'est pas pareil. Vous avez quand même beaucoup de mal, la gauche du Parti socialiste. Le Parti socialiste, même qui a voté au Sénat, qui a voté la réforme, vous vous rendez compte? Moi, à mon niveau, Oui. à mon niveau de président d'un groupe parlementaire, d'un petit groupe parlementaire, et je pense que ça donne des résultats. Je travaille à ce qu'on puisse avoir des convergences. C'est-à-dire que sur le travail parlementaire, avec la France insoumise, les choses se passent plutôt bien. Avec le groupe de la Nouvelle Gauche, les choses se passent plutôt bien. Moi, je préfère travailler à construire ensemble et essayer de montrer que demain, sur des oppositions, des oppositions à des projets de loi, on fait front commun. Je prends l'exemple actuellement de la loi logement. Voilà le micro qu'on va régler en direct. La loi logement, on a eu énormément disons, d'interventions convergentes, d'amendements convergents, et on est plus dans la recherche de ponts entre nous que dans la recherche des divergences. Et je pense que ce que l'on essaie de faire au niveau de l'Assemblée nationale, je souhaite qu'au niveau national, on puisse avoir une démarche similaire. Bon, j'espère qu'on m'entend et que vous m'entendez bien et que la régie, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Vous l'accusez de casser le modèle social français? Oui, je pense que Macron, d'ailleurs, il a un libéralisme assumé, il a toujours dit. Oui. J'avais une expression, je disais Hollande avait un libéralisme honteux, Macron a plutôt... Lui, c'est assumé. Et c'est plutôt assumé, et il pousse, on n'a pas de mauvaise surprise. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, dans lequel je démontais, je montrais ce qu'il y avait dans son programme. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est en contradiction avec ce qu'il a annoncé. Mais c'est le rouleau compresseur, et c'est en quelques mois démolir des décennies de conquête sociale. Alors, j'ai compris que vous iriez, Parti communiste, seul aux élections européennes. Yann Brossat, élu de Paris, va être la tête de liste de votre... Oui, avec une nuance de vocabulaire, il a été désigné comme chef de file, avec l'idée de continuer à travailler pour essayer de rassembler. On n'est pas, mais je pense que moi, c'est une bonne chose qu'on puisse mettre dans le mouvement un candidat comme Yann Brossat, donc issu du Parti communiste français, voilà, mais non pas avec la volonté de se replier sur nous-mêmes, mais je pense qu'il est à même de donner une dynamique pour assembler. Et là, vous pouvez me dire que vous n'irez pas avec une liste commune avec la France insoumise. Ça, j'en sais rien, mais je crois qu'il me semble que la France insoumise ne le souhaite pas particulièrement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'aussi on puisse porter nos propositions, mais non pas les porter de façon rétrécie. Plutôt très sceptique sur l'Europe, hein. Non, nous, on n'est pas sur un repli sur nous-mêmes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture. Je pense qu'il faut plus d'Europe, comme sur l'agriculture, plutôt que moins d'Europe. Mais une Europe qui soit différente. L'objectif, c'est social. Oui, la difficulté qu'on a, c'est de trouver notre place entre ceux qui sont plutôt sur un repli quasi identitaire et ceux qui sont sur une Europe très, très libérale, très compétitive. Nous, on est sur montrer qu'on peut construire une Europe différente. Voilà, on est avec André Chassaigne et on continue avec vos questions, chers internautes, avec Valentin Pilate qui est rentré dans le studio. Valentin, bonjour. Bonjour Yves. Valentin, je vous écoute. André Chassaigne. Alors c'est parti, on va écouter également surtout donc les internautes. Et à l'instant, je demandais sur Facebook à ceux qui nous regardent actuellement ce que leur évoque le communisme aujourd'hui. Et selon Alain, je le cite, le communisme c'est dépassé, le communisme c'est le pouvoir de détruire la liberté. J'ai un dernier commentaire sur le Figaro.fr, celui de Faux Pas Charrier, qui nous demande si ça existe encore aujourd'hui en 2018.
Il ne faudrait plus d'une émission. Non, mais oui, mais c'est des appréciations, effectivement, qui peuvent se comprendre dans la mesure où il y a eu l'échec patent de ce qu'on appelait démocratie populaire, qui ont montré un exemple du communisme contraire à celui qu'on porte. Pour moi, le communisme, c'est faire davantage de commun, ça s'appuie sur la générosité. Mais c'est vrai que le nom en lui-même a été marqué historiquement dans le mauvais sens, mais au contraire, moi, je ne suis pas pour abandonner le nom, je crois qu'au contraire, il faut lui donner une nouvelle jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut redonner une nouvelle jeunesse à cette idée de communisme. Le communisme a été abîmé, mais il n'est pas mort, c'est ça ? Oui, je crois qu'il a été abîmé. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus de raison d'être qu'il pouvait y être il y a quelques années. D'accord. Alors, on a une remarque de Nika, toujours sur Facebook, qui, selon elle, nous dit « Vous feriez mieux de faire du tri dans les mairies, les préfectures ». Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de fonctionnaires en France ? Non, je pense que la fonction publique, je vais utiliser une expression un peu triviale, elle est à l'os aujourd'hui. Je vois pas où on peut, je vois pas où on peut encore supprimer des fonctionnaires. Donc parce que les économies budgétaires, ça passe pas par une réduction des effectifs de la fonction publique. Quand on dit, comme le dit Macron, je crois qu'il parlait de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On dit ça, mais on les prend où ? Ouais. Franchement, on les prend où ? Même dans les services de préfecture, je vois bien les pires difficultés qu'ils peuvent avoir pour instruire les dossiers parce qu'il y a peu de personnel. Les services fiscaux, là aussi, j'ai l'occasion d'en discuter dans les perceptions, ils n'en peuvent plus. Je ne parle pas des hôpitaux, ça sera un peu trop facile, ou voire au niveau des écoles. Donc je veux bien qu'on dise qu'il faut supprimer des fonctionnaires, mais au final, ça sera moins de services et la population sera perdante. Alors, toujours concernant la fonction publique, selon Franck, il s'interroge, est-ce qu'on est encore en démocratie ? Car on touche aujourd'hui aux réformes des retraites des Français. En revanche, les statuts de nos élus, non. La réforme de la retraite, la même pour toutes, par exemple. Ça a été fait pour les élus. Oui, je pense que, contrairement à ce que pensent les gens, il y a beaucoup d'antiparlementarisme aujourd'hui. Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour évoluer sur le statut des élus. Il y a des contrôles qui sont beaucoup plus importants. Il y a au niveau des retraites, ça a été fait. Je crois qu'une forme de laisser-aller qu'il pouvait y avoir par le passé, aujourd'hui, ça a été recadré. Mais malheureusement, ce n'est pas encore passé dans la tête des gens qui s'imaginent qu'on est des privilégiés, par exemple. D'accord. Alors, dans une enquête sur Figaro Écho, là, on apprend que le Portugal est de plus en plus attractif pour les Français, que ce soit les jeunes retraités, les jeunes diplômés ou les retraités. Par exemple, depuis 2012, ceux qui deviennent résidents fiscaux et passent au moins la moitié de l'année sur place ne paient pas d'impôt sur le revenu pendant 10 ans. Alors pour Ben sur le Figaro.fr, une question, pourquoi ne pas mettre le même système en place en France ? Tout simplement parce que je suis opposé au fait qu'on tire vers le bas tout ce qui touche notamment la fiscalité. Je crois qu'au contraire, serait moins de services publics, non ? Oui, parce que c'est ça. On va tirer vers le bas on tirerait vers le bas des dépenses publiques, on tire vers le bas des recettes qui viennent des impôts notamment, avec une politique très sélective là-dessus. Mais c'est pas avec ça qu'on construira l'Europe. On construira l'Europe au contraire, non pas en étant en concurrence, par exemple au niveau fiscal, mais en étant vers uniformisation. Je comprends que le Portugal fasse ça, mais c'est absolument pas la solution pour l'Europe. C'est même désastreux pour une Europe qui va vers plus d'uniformité. Dernière question. Allez, dernière question. Le match amical de préparation au mondial entre Israël et l'Argentine. Là, on parle de foot. On parle de football, évidemment. Donc, et politique sur ce cas. Voilà. Et politique, justement, ce sera la question de notre internaute. Bon, bref, il était annulé car les motifs donnés par l'ambassade d'Argentine en Israël, c'était que le capitaine Lionel Messi aurait reçu des menaces. Bon, la question de notre internaute sur Twitter, c'est la FIFA devait-elle vraiment annuler le match ? Est-ce que la politique a sa place dans ce genre de circonstances ? La question n'est pas là. La question, c'est pourquoi c'était organisé à Jérusalem. C'est là où était la politique. C'est-à-dire que c'était véritablement pour conforter l'image de Jérusalem comme capitale d'Israël, alors qu'on sait bien qu'il y a les Palestiniens qui sont rejetés à l'extérieur. La politique, elle est au niveau du lieu d'organisation du match, elle n'est pas au niveau de l'annulation. Et vous êtes pour le boycottage des produits israéliens ? Absolument pas. Il faut que les choses soient très claires, quand on peut les déterminer pour le boycottage de produits qui sont issus de territoires colonisés. C'est l'ONU qui a défini ça. Mais bien évidemment, je ne suis pas pour le boycottage de l'ensemble des produits israéliens. Il y a une confusion par rapport à ça. C'est dit. André Chassaigne a rendu plus clair tout ce qu'on lui a posé comme question. Merci de votre réponse. Merci Valentin Pilate de vous être fait le médiateur de nos internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.